Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Washington DC, le podcast qui vous parle de la politique américaine dans tous ses états, avec ce soir un setup un petit peu particulier, en tout cas un programme un petit peu spécial, mais pour ça j'ai avec moi mon co-host qui est lui, c'est pas du tout spécial, c'est comme d'habitude, mais t'es toujours le bienvenu. Bonsoir Isnogood. Bonsoir Nemo. Alors, au programme de cette édition de Washington DC, on a décidé de bannir le mot Trump de notre programme parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques mois, depuis un certain 20 janvier, on en parle tous les jours dans toutes les émissions. Alors, notre dernière émission, c'était le 14 avril, mais depuis un mois et demi, ça n'a pas arrêté. Et je pense que Trump, vous en entendez énormément parler, en tout cas si vous suivez l'actualité. Et si vous ne la suivez pas, sachez que c'est toujours la merde, c'est toujours un état fasciste qui se met en place, tout ça, ça change pas grand-chose. Mais on va s'interroger sur ce qui peut arrêter ça, c'est-à-dire l'opposition dans tous ses états, dans toutes ses formes. Et donc, on va s'intéresser pour cette émission du 1er juin de qui s'oppose encore au pouvoir américain en place. Alors moi, j'avais identifié plusieurs points qu'on va aborder dans cette émission. Évidemment, l'opposition politique, à savoir le Parti démocrate, mais pas que. Également la justice, les universités. Vous avez peut-être entendu parler de la situation entre l'administration fédérale et Harvard. Et enfin, on terminera par l'international, voir s'il y a des résistances qui se développent au niveau d'autres pays. Commençons par les démocrates, mon cher Isnogood, quand on a préparé rapidement cette émission, tu m'as donné un nom, c'est vrai, c'est un nom qu'on voit souvent passer dans notre source d'information commune, qui est electoral-vote.com, ou Political Wire, qui est David Hogg. Peux-tu nous présenter qui est ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait au sein de l'establishment démocrate, et en quoi c'est un petit peu un symbole qui va nous intéresser ce soir? Alors, David Hogg, c'est quelqu'un qui est très jeune, il a 25 ans, il est né en 2000. Et malheureusement pour lui, il s'est produit une tragédie quand il était au lycée, à savoir il était dans un lycée en Floride et il y a eu une fusillade, nombreux morts, et suite à ça, il s'est engagé très fortement pour le contrôle des armes à feu. Donc ça a lancé une carrière d'activiste en fait. Donc forcément plutôt du côté démocrate, parce que bon, côté républicain, contre les armes à feu, c'est pas leur truc. Donc il a commencé donc sur ce créneau du contrôle des armes à feu, et il s'est engagé en fait au sein du Parti démocrate, jusqu'à arriver à la direction du parti, c'est-à-dire qu'il est devenu vice-chair du Democratic National Committee, ce qui revient en gros à vice-président du Parti démocrate. Donc ça, c'était très récemment. Il a été élu 1er février, je crois. Par contre, il y a quelques bisbilles avec l'établissement démocrate, parce que principalement David Hogg, en fait, c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Et en particulier, il a annoncé que pour lui, le soutien automatique aux sortants, c'était pas forcément sa ligne, et que il voyait pas de problème à même éventuellement soutenir des primaires contre des sortants démocrates qui seraient pas assez engagés, notamment dans leur lutte contre l'administration Trump, ou pas assez progressiste.
À noter qu'on va revenir un peu sur ce que tu disais sur sur sa vie précédente, sur le fait que c'est un militant engagé contre les armes à feu, hein, tout simplement. C'est que c'est un survivant de la fusillade de Parkland, pour ceux qui avaient suivi ces faits en 2018, et qu'effectivement, il faisait un peu partie de cette jeunesse mise en avant par le Parti démocrate. Mais il se retrouve aujourd'hui, du coup, confronté à un vrai sujet, c'est que c'est un progressiste. C'est un peu comme ça qu'on dit aux États-Unis, Mhm. et que il semblerait que l'establishment en ait un peu ras le cul de ces prises de position. C'est un peu ce qui arrive quand tu mets des vrais militants au sein de l'appareil. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai du mal à traduire, mais ça doit être genre le comité central, le conseil national du parti, en fait, est en train d'essayer de l'éjecter. Donc, euh, il va y avoir un vote, euh, donc, je crois vers le 10 juin ou enfin dans une dizaine de jours pour voir si s'ils vont en fait annuler son élection. Et On est, on est voilà. d'accord, c'est une excuse, hein, c'est une faute Voilà, administrative ouais. qui. Bon, alors oui, ils ont trouvé une excuse comme quoi certaines procédures n'avaient pas été tout à fait respectées pour en fait refaire l'élection et dans le but clair en fait de l'éjecter de la vice-présidence du parti. Voilà, donc on a ça fait partie un peu, c'est un symbole parce que effectivement, on sait pas comment ça va tourner. Je sais pas qui vote d'ailleurs dans ces cas-là. C'est les militants, je sais même pas pour le coup. J'avoue que Oui, les j'avoue. arcanes du Parti démocrate, je pense Je que ne ça sais doit pas. être aussi compliqué que le Parti socialiste, mais Très bien. On verra ce qu'il en arrive, mais restons sur le symbole. Aujourd'hui, on a clairement, on est, comme on dit, on parle de l'opposition au pouvoir en place. Il y a un peu, c'est un peu les démocrates irréconciliables. On va dire, il y a ceux dont on a déjà parlé qui jouent le jeu des institutions sans grand succès, hein, on va pas se mentir. Et puis ceux qui disent carrément, mais non, allons-y à fond, il faut y aller à fond, faut foncer sur des propositions un peu plus radicales que ce qui était celle de la campagne de Kamala Harris ou même de la présidence de Joe Biden, même si on l'a régulièrement dit dans cette émission, la présidence de Joe Biden a quand même pas été un modèle, enfin c'est pas un truc qui a été à droite toute quoi. Euh, mais du coup, est-ce que aujourd'hui, on peut toujours dire que le Parti démocrate est englué dans ce problème? si on regarde d'autres choses qui se passent à la Chambre ou au Sénat, où en fait on a pu parler de gérontocratie il y a quelques années dans nos émissions au sujet de Biden et des dirigeants démocrates. Et il y a aussi de ça qui joue. Je crois que les 8 derniers représentants au Congrès à mourir en poste sont des démocrates. Bon, euh, on a notamment dans les élections dans les commissions pour désigner qui est le représentant de la minorité démocrate. Donc il y a des votes au sein des caucus, enfin des démocrates représentant dans les commissions, et à chaque fois on a des gens qui sont là à l'ancienneté, qui ont plus de 70 ans, qui sont parfois malades et qui battent, enfin notamment Alexandra Ocasio-Cortez, qui avait tenté de se présenter pour être ranking chair, c'est-à-dire représentant de l'opposition dans la commission. Alors je sais plus, je crois que c'est la commission. Enfin une commission importante de la Chambre, et qui a été battue par un représentant de 70 ans qui avait un cancer et qui est décédé en poste quelques mois après. Voilà, ça fait un peu ça fait un peu mauvais effet en fait.
on a des Surtout, gens qui, est-ce que voilà. ça désespère, et surtout, est-ce que ça désespère pas une grande partie des électeurs américains qui déjà sont insatisfaits de ce système biparti, et on peut le voir dans de nombreuses publications en ligne ou même, voilà, je sais plus comment s'appelle ce Twitcher, Hassan, je sais plus comment, je suis désolé pour lui. Mais en fait, en gros, est-ce que ça va pas galvaniser une opposition de gauche à l'extérieur du Parti démocrate et complètement désespérée, éventuellement des militants en interne qui seraient plus sur cette ligne-là? C'est la ligne d'Alexandria Ocasio-Cortez. Euh, je pense que, enfin, faut voir jusqu'où ça peut aller. Par exemple, si David Hogg est vraiment éjecté, ça va commencer à faire un peu beaucoup. Euh, Mais le problème, c'est que le système est tellement verrouillé. En fait, en dehors des deux parties, il y a pas de possibilité, quoi. Si vous n'êtes pas dans un des deux partis, vous n'avez aucune chance d'être élu à quoi que ce soit, à part un poste de conseiller municipal dans une petite ville éventuellement, mais vous ferez jamais rien si vous n'êtes pas dans un des deux grands partis. Euh, c'est ce qui tient le c'est une des raisons qui tiennent les partis en fait aussi. Et donc, oui, il y a certainement un mécontentement vis-à-vis du leadership démocrate qui monte. Alors, notamment contre Mm. Chuck Schumer au Sénat. Donc, ça va se manifester par des primaires, très probablement. Mais Euh, voilà. ça restera en interne. En fait, ça restera Mais c'est obligé de rester en interne parce que oui. sinon, vous avez aucune chance, en fait. Vous pouvez Mm. pas. Mais du coup, Même quelqu'un comme Bernie Sanders, en fait, il est, euh, il est quelque part. Alors, il n'est pas officiellement dans le Parti démocrate, euh, mais bon, il fait partie du caucus démocrate. En fait, mm, même si vous êtes un militant très à gauche, si vous reliez pas d'une façon ou d'une autre au Parti démocrate, vous pouvez pas exister. mm. En fait, c'est le système est Ouais, tellement énorme ouais. à détruire que tu vas plus vite aller de l'intérieur. Mais du coup, je vais quand même donner le nom de la personne dont je parlais, histoire d'être un petit peu poli, quoi. Donc, il s'agissait d'Hassan Piker, qui est connu sur Twitch, notamment sous le nom d'Hassan Abi. Voilà, c'est un streamer turco-américain et un commentateur politique à gauche, très à gauche, qui est parmi, enfin, quelqu'un qui est vraiment très très suivi. Ça fait partie des streamers les plus suivis sur Twitch, notamment sur les questions politiques et à gauche. Voilà, ça représente un peu cette opposition en mode vraiment à la gauche du parti, à la gauche du Parti démocrate, sachant que même dans cette mouvance, Bernie Sanders est pas toujours en odeur de sainteté, notamment suite à ses positions sur Israël. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore d'élection. Il n'y en aura peut-être pas. On verra Oui. comment les choses vont se passer. Mais voilà, le nom de David Hogg, c'est vrai que c'était quelqu'un un peu d'infiltré à la présidence, dans les hautes sphères du Parti démocrate. On verra ce qu'il en devient. On va parler d'une autre personne. Alors, c'est John Fetterman, donc, on vous en a déjà parlé au moment de son élection, qui est donc sénateur de Pennsylvanie. J'espère que je prononce bien le Pennsylvanie. Oui. Et donc aujourd'hui, c'est un sénateur démocrate, en tout cas sur le papier, mais c'est quelqu'un dont l'état de santé commence à poser plus que des questions, hein. Il y a des reportages qui ont été faits. Est-ce que, en fait, c'était quelqu'un qui avait été élu contre un candidat très trumpiste, je sais plus comment il s'appelait Oz, je crois. Ouais. Mehmet Oz, et je crois qu'il va avoir des responsabilités bientôt dans l'administration actuelle, parce que bon, c'est comme ça que ça marche. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, voilà, ce monsieur visiblement a des problèmes de santé et en quoi c'est un problème et en quoi ça peut encore plus devenir problématique pour le Parti démocrate vu les midterms à venir? Voilà, en fait, c'est quelqu'un qui a été élu en 2022 et qui avait eu en fait qui avait fait un AVC pendant la campagne de 2022. Euh, donc, il s'était plus ou moins remis, mais euh, mais en fait, depuis, il y a de multiples indices qui laissent entendre qu'il a des séquelles et voire même qu'il a eu des rechutes et que il y a des changements dans sa personnalité.
il a quasiment jamais mis les pieds pendant un an dans les commissions parlementaires, ce qui est quand même assez problématique parce que bon, tous ceux qui connaissent le travail parlementaire savent que le travail se fait en commission. Donc si vous mettez pas les pieds en commission, ça veut dire qu'en gros vous faites rien, quoi. Mm. Donc non seulement il fait pas vraiment son boulot, il s'est fâché avec pas mal de des gens qui travaillaient pour lui qui ont démissionné, et surtout il a été peut-être le seul élu démocrate qui allait rendre visite à Trump après sa victoire au mois de novembre à Mar-a-Lago en Floride. Euh, il a soutenu un certain nombre des nominations de Trump au Sénat et il a été non seulement moins virulent que d'autres démocrates vis-à-vis de Trump, mais euh, voire comment dire, assez compréhensif Ouais. vis-à-vis de l'administration, ce qui est quand même un problème parce que pour resituer, Fetterman, c'est quand il a été élu, c'était quelqu'un qui était considéré plutôt comme venant de la gauche Oui. et qui a été élu notamment enfin qui a gagné une primaire face à un candidat qui était considéré comme plus centriste, notamment un qui s'appelait Connor Lamb, qui s'était fait élire comme représentant dans un district assez trumpiste. Et donc, il y avait une bonne partie de la gauche, de la gauche de Pennsylvanie qui était à fond derrière Fetterman parce qu'ils considéraient que, bon, en gros, Connor Lamb, c'était un peu un social traître, quoi. Puis Euh, il faut parler du style de Federman. C'est quelqu'un qui se ramène oui, en tenue de sport. Enfin ouais, voilà, qui se balade toujours en c'est tenue de quelqu'un sport. qui fait plus de 2 mètres, qui se balade en jogging et en basket, D'ailleurs, voire, il était en ouais, jogging à l'inauguration de Trump. Hein. oui, oui, Et qui, en gros, il a une calvate. Enfin, vraiment, il est chauve, il a un regard de tueur. Et ouais, c'est vraiment quelqu'un qui marque, ne serait-ce que physiquement. Et alors, le fait que un grand gaillard comme ça, en plus qui a subi, voilà, c'est une attaque cardiaque, si je dis pas de bêtises, en plus, voilà, se relève. Il y avait un côté vraiment, voilà, le challenger qui se relève et qui y va, et qui effectivement, comme tu dis, s'est inscrit dans cette dans cette gauche du Parti démocrate pour y aller, et qui aujourd'hui au Sénat a des positions extrêmement centristes. Alors, je reviens encore une fois sur la question d'Israël, mais je sais que il a été dans oui, un des plus fervents défenseurs d'Israël, notamment côté démocrate au Sénat. Et il y a comment dirais-je, des articles qui commencent à sortir sur le fait que effectivement, le monsieur n'a l'air de vraiment pas aller très bien, quoi. oui. Oui, oui, il y a des questions qui se posent non seulement sur est-ce qu'il se représentera la prochaine fois, mais même s'il arriverait jusqu'au bout de son mandat. Vivant, Euh, hein, on entend, bien voilà, sûr. oui, 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 oui. C'est Voilà, et c'est euh, en fait, c'est le sénateur qui a manqué le plus de votes au Sénat. Euh, et oui, enfin, il y a vraiment, enfin, il y a vraiment un problème dans sa capacité à tenir son poste. mmh, Et suite à ça, enfin, pardon, en dehors de ça, comme tu disais, il y a vis-à-vis d'Israël son soutien inconditionnel au point il a soutenu notamment, euh, le, le retrait des fonds, des subventions à l'Université de Columbia décidé par l'administration Trump, soi-disant pour lutter contre l'antisémitisme. oui, Donc, et puis même, il a viré complètement centriste. Enfin, en vrai, ouais, il a aussi voté contre le shutdown, enfin, contre le fait pour que le fait que le Parti démocrate abandonne l'arme du shutdown, qui était un peu oui, leur dernière arme parlementaire, enfin, ou en tout cas, dans l'opinion oui. publique. Euh, la question, c'est surtout, est-ce qu'il sait encore où il habite? Et alors, là, c'est une question un peu de journaliste, un peu conne, mais tu vois, est-ce qu'il pourrait switcher de camp? Ça peut arriver. Mais voilà, vraiment, il y a une vraie question, surtout si jamais. Alors, le contrôle du Sénat, je pense que la reprise du Sénat par les démocrates l'année prochaine, je pense que ni toi ni moi n'y croyons vraiment. Euh, Non, pas mais, vraiment. euh, mais même si ça devait arriver à être très juste, si la voie de séparation, c'est un gars comme John Fetterman,
bah, ça devient quand même problématique pour le coup, que ce Oui. soit un type dont on sait même pas s'il a encore toute sa santé qui. Bah, enfin, faut bien se rendre compte qu'il y a pas de mécanisme permettant de. Enfin, si on peut, en théorie, on peut exclure un membre du Sénat avec deux tiers des voix, mais bon, il y a des gens qui sont restés au Sénat jusqu'à 100 ans et transportés sur des civières pour voter, donc c'est pas la pratique. C'est pas la pratique d'éjecter des membres pour ce genre de choses. Euh, il y a de nombreux précédents en fait de sénateurs qui ont fini leur carrière complètement gâteux. Donc bon, et même si les démocrates jugeaient il est plus en mesure de, de, euh, de remplir son mandat, qu'ils voulaient s'en débarrasser, les républicains voteraient contre. Donc euh, non, voilà, tant qu'il est encore en vie, bah, restera sénateur, quoi. Tant qu'il est réélu. Aussi, Ouais, ouais, non, mais mais oui, oui, non, mais au point où on en est, il n'y a pas grand monde qui croit enfin, de toute façon, même s'il se représente, il y aura une primaire mm, contre lui au sein des démocrates, c'est absolument sûr. Et il n'y a pas grand monde qui croit qu'il sera en état de se représenter la prochaine fois. exact. Donc voilà, Ouais. ça c'est un peu pour venir sur les démocrates. Voilà, c'est un cas un peu particulier, mais ça fait partie des choses qui fait qu'il y a une certaine morosité démocrate. Hein. Et on sait, alors on vous a déjà parlé dans l'émission précédente du fait que Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders et également Tim Walz font des déplacements au travers. Je sais pas s'ils ont continué d'ailleurs au travers de toute l'Amérique, mais que bah tout ça passe un peu sous les radars de l'actualité Mhm. de l'administration Trump parce que bah voilà, elles font l'avantage d'être au pouvoir, c'est que Ouais. tu fais l'actualité et l'avantage d'être complètement je vais dire imbécile, mais c'est pas ça, c'est le fait d'être complètement Mhm. unhinged. Ouais, J'ai pas ouais, le ouais. terme en français, mais Alors, petit truc rigolo, Alexandra Ocasio-Cortez s'est excusée auprès de Connor Lamb en disant oui, je t'avais jugé trop centriste à l'époque, j'ai eu tort. Et il a répondu un truc du genre pas de souci. Bon. désolé. Ouais, mais en fait, ce petit truc-là, on en a déjà parlé la dernière fois, je crois, mais le clivage, il n'est pas tellement entre qui est plus à gauche ou moins à gauche, il est entre ceux qui se battent et ceux qui sont dans le statu quo ou qui voient pas le danger, quoi. Mm, Et je pense que ouais. ça, c'est important de se rendre compte de ça. Euh, Ah, je crois que on vient de te perdre. ah bon? Oui, est-ce que tu peux recommencer ta phrase? En gros, tu disais, il y a une différence entre ceux qui se battent et ceux qui voient pas le danger. Ouais, ouais, ouais. Je disais que le clivage, il est pas forcément entre ceux qui sont plus ou moins à gauche. Il est entre ceux qui veulent se battre et ceux qui sont avant tout veulent pas trop bouger les institutions et pensent Mm. qu'on peut s'en tirer tel que on peut s'en tirer en faisant pas trop de vagues et en gros en attendant les prochaines élections, quoi. Eh ben écoute, je pense que c'est vraiment les démocrates irréconciliables, mais en parlant des institutions, on va prendre une transition un petit peu, voilà, comme ça. Parlons d'institutions judiciaires. Aujourd'hui, ce que fait l'administration donne lieu à de nombreux recours, notamment des recours qui vont jusqu'à la Cour suprême américaine. Aujourd'hui, il y a pas mal de décisions qui ont été rendues en défaveur de l'administration Trump, qui fait tout pour ne pas les respecter. Moi, ma première question, c'est est-ce que euh, il y aura un juge pour sauver la situation, ou en tout cas, est-ce qu'il y aura une Cour suprême pour sauver la situation? Pour l'instant, pas trop, en fait, pour pour devenir une opposition. Il y a des juges qui ont rendu des décisions, mais vraiment, j'ai plus l'impression que la Cour suprême s'en lave un peu les mains, quand même. Disons que la Cour suprême fait à peu près tout pour pas être en situation de s'opposer frontalement à l'administration Trump.
c'est l'impression que ça donne. C'est une vraie position de Voilà. l'acheter ou Voilà. des choses comme ça. Bon, Sachant qu'ils ont rendu quand même des décisions qui lui sont favorables hein, oui, oui. sur l'expulsion des personnes étrangères, des immigrés, sur des choses comme ça. Après, oui, je pense qu'effectivement, ils vont retarder le plus possible le fait de dire un non clair et ferme à cette administration, Oui. parce qu'en fait, si jamais elle le respecte pas, il y a plus rien derrière, quoi. Voilà. On sait que dans la Cour suprême, il y a deux juges, Thomas et Alito, qui sont trumpistes à fond. Voilà. Après, on a trois juges progressistes. Euh, surtout donc Jackson et Sotomayor, Mm, Kagan un petit peu moins, mais bon, par rapport au reste, c'est une gauchiste. Hein, mm. voilà. Oui, c'est une Et centriste, quoi. Mais voilà. Après, on a Gorsuch qui est ultra conservateur. Euh, et donc, Kavanaugh Kavanaugh qui est plus souvent favorable à Trump qu'on aurait pu le penser. Et en fait, on se retrouve avec cette situation bizarre où Amy Coney Barrett, qui a été nommée pour mettre fin au droit à l'avortement, se retrouve presque côté gauche de la cour, quoi. mm. Enfin, Amy Coney Barrett l'a mal élue, l'a mal nommée hein, aussi, hein, parce qu'elle a été nommée dans des conditions extrêmement, voilà. Et, euh, euh, et, voilà. et en fait, dans les juges qui ne sont pas les trois juges progressistes, c'est quasiment elle qui est la plus critique vis-à-vis de l'administration Trump Alors, oui, et de ses excès de pouvoir. Donc, quand on est rendu à ça, euh, bon, quand il y a pas grand espoir à avoir, quoi. quand on est dépendant du bigote, c'est quand même assez, Oui, voilà. c'est, c'est- Bon, voilà. Robert se fait tout pour pas se mouiller. Voilà. Bon. Alors, on va peut-être descendre un peu plus bas parce qu'effectivement, la Cour Oui. suprême, voilà, va essayer de refiler Oui. le bébé, Alors, etc. Alors, sauf quand il s'agit de y prendre des décisions racistes, hein, là, il n'y a pas de problème. voilà, ouais. Oui, oui, ils sont assez d'accord. Les- Il y a une résistance qui se voit pas, mais qui est intéressante. C'est le fait qu'il y a très peu de vacances au sein des juges. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de juges qui avaient présenté leur démission euh, sur la fin de l'administration Biden et qui en fait sont revenus dessus. Et on a aussi en fait des juges nommés par des présidents républicains, par Reagan ou Bush, qui pourraient démissionner ou passer en. Alors il y a un truc qui s'appelle le senior status, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes toujours juge, vous êtes toujours payé pareil, mais en fait euh, vous êtes une sorte de suppléant en fait un, avec un nombre de cas à traiter qui est réduit. Et en fait, votre place est vacante et et le président peut nommer quelqu'un. Et donc, à partir du moment où vous avez un juge à 75, ou à 70, 75 ans, je me souviens plus, il peut passer en senior status et libérer la place. Et donc, il y a un certain nombre de juges conservateurs qui pourraient faire ça, mais qui ne le font pas parce que ils ne veulent pas que Trump nomme leur successeur. Oui, et d'ailleurs, Voilà. qui est Trump, d'ailleurs, on va pas faire un détour parce qu'on va vraiment rester sur Oui, l'opposition, mais Trump, ça oui, commence à même se battre contre voilà. l'association qui sert à nommer des juges ultra-conservateurs. Oui, oui, oui. Parce que donc les juges en fait, ils veulent pas laisser la place. Donc il y a quand même une sorte de résistance, ne serait-ce que dans le fait de rester en place plutôt que de permettre à Trump de nommer un successeur. Mm. Alors, Il y a aussi des ouais, résistances dans certains jugements. Moi, je pense notamment oui, au droit de douane. Et alors, il y a une cour spécifique, donc j'ai complètement oublié le nom, mais qui est une oui, cour. mais personne la connaissait en fait. C'est un truc Oui, complètement obscur. Une cour qui des s'occupe marchés. que des marchés, des droits de douane, enfin des trucs.
les trucs dont dont tout le monde se fout d'habitude, et en fait qui ont rendu un jugement contre Trump en disant que il n'avait pas le droit d'utiliser la loi qu'il a utilisée, euh, qui est une loi une sorte d'état d'urgence en cas de guerre, ou Mm. je me souviens Oui, plus parce que exactement. pour parler niveau judiciaire, je te donnerai la parole là-dessus tout de Hmm. suite après, mais il faut voir que Trump justifie, enfin l'administration actuellement justifie absolument toutes ses décisions sur des lois d'exception qui datent de la Seconde Guerre mondiale ou de périodes comme la ségrégation. On est vraiment à ce niveau-là. Et donc quand on parle de résistance au niveau judiciaire, c'est justement d'arriver à disqualifier judiciairement les raisons, les bases légales de ces décisions, voilà, via des jugements. Je te redonne Hmm. pour nous parler de cette cour incroyable de ces 9 juges, je crois, ou je sais plus combien ils sont, mais qui ont décidé, 3 juges, je sais plus quoi, qui ont décidé de dire simplement que non, le président n'avait pas le droit de modifier les droits de douane de cette façon-là. Oui, oui. Alors il y a parce que faut savoir que on oublie beaucoup, mais enfin tout le monde oublie que dans l'esprit des pères fondateurs, le pouvoir principal c'est pas l'exécutif, c'est le législatif. Ouais. C'est le Congrès qui a le pouvoir et qui délègue, euh, qui peut déléguer certains de ses pouvoirs à l'exécutif pour des raisons c'est plus pratique. Mais par exemple, tous les droits de douane, normalement, c'est le Congrès qui en décide. Mm. Et il peut y avoir des cas d'urgence qui nécessitent que le président puisse prendre des décisions rapides, mais il n'a jamais été prévu que le président décide tout seul dans son coin de tous les droits de douane, et les augmente de façon euh, aussi exorbitante pour tout le monde, enfin pour quasiment tous Parce les que pays. c'est Ouais. juste un rappel que là, c'est d'un point de vue légal, mais c'est juste un rappel. En fait, l'opposition, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'opposition politique, c'est pour moi, en tout cas, la véritable opposition, c'est les gens qui se dressent et qui disent non, ce que l'on voit, ce à quoi on assiste, ce n'est pas normal. Ces décisions ne sont pas normales. Ce comportement n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça. Ce que tu revenais au père fondateur, mais c'est pas comme ça que ça a été pensé. C'est pas comme ça que ça doit s'organiser. C'est pas comme ça que ça doit se dire. C'est pas comme ça que ça doit se décider. Et au final, les décisions judiciaires, elles prennent un point de vue légaliste, enfin légal, etc. Mais ça revient un peu au même que l'opposition politique. C'est simplement dire, Oui, bah non, actuellement, c'est pas normal, ça ne se passe pas oui, comme ça dans le on système. peut pas utiliser une loi d'exception prévue en cas de guerre Mm. parce que soi-disant il y a un gang vénézuélien qui est présent sur le territoire. Enfin, Mm. c'est pas une Et guerre. Donc du voilà. coup, on peut Alors, pas. on Ouais. verra ce que va donner cette décision. Et alors, Mm. surtout, et là, c'est un peu le grand tabou. Je reviens un peu, je leur posais la question tout à l'heure, mais de ce qu'on disait avec la Cour suprême qui essaye absolument d'éviter la décision que l'administration ne respecterait pas. Alors, on sait qu'il y a déjà des cas où l'administration n'a pas respecté des Mhm. décisions de juge. Et alors, toute la question, il y a une bataille sur ce qui va se passer, sachant que, en gros, au Congrès, c'est prévu dans une espèce de loi fourre-tout qui est voulue que en gros on enlève aux juges des pouvoirs de pouvoir condamner. Ça s'appelle contempt of court. Alors, je sais pas s'il y a un équivalent en français. Euh, Euh, ouais, c'est difficile de trouver un En gros, c'est outrage à la cour, mais c'est outrage à la non, cour. Ouais, c'est mais beaucoup c'est plus pas tout grave à que fait ça. Ouais, 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 ça peut c'est être plus beaucoup grave que ça. C'est obstruction, enfin c'est refus d'une obstruction. décision de justice. Ouais, ouais, c'est Ouais, c'est obstruction de à la l'obstruction justice. Ouais, obstruction à la ouais. justice. Et en gros, il y a des magouilles légales et politiques qui sont en train de se faire au niveau du Congrès pour diminuer le pouvoir des juges d'activer ça. Parce qu'en fait, ce qui pourrait se passer, c'est que si jamais les juges s'énervaient un peu sur certaines décisions, en fait, ils n'arriveraient pas à condamner l'exécutif en lui-même, mais ses exécutants. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourriez vous retrouver avec des personnes, des policiers, des fonctionnaires ou des directeurs d'agences qui ont pris des décisions en mode contre une décision de justice qui pourrait se retrouver en tôle techniquement. Et donc à Oui. partir du moment où tu commences à risquer vraiment quelque chose, sachant que c'est pas forcément des délits que le président peut pardonner, enfin peut gracier, voilà, on est vraiment dans cette bataille judiciaire. Et aujourd'hui, vraiment le véritable tabou, c'est est-ce que aujourd'hui, l'administration en place serait capable de refuser d'appliquer un jugement, alors ce qu'elle a déjà fait, mais genre au grand jour et avec vraiment des conséquences, par exemple sur les droits de douane. Est-ce que si jamais la décision judiciaire arrive jusqu'au bout et on dit non, le président a pas le droit de faire ça, qu'est-ce qui se passe s'il le fait quand même? Donc voilà, l'opposition, elle est aussi là en fait, elle est dans cette. Voilà. Mais la justice est très lente, comme toujours. Ouais, enfin, il y a,
sur certains points, c'est pas si lent que ça non plus, hein. Bah, Oui, mais bon, oui, ça dépend. voilà. Mais parce que si on regarde, Trump est président, enfin a pris ses fonctions le 20 janvier, quoi. Ouais. Ça fait On est pas que le si 1er longtemps que juin, ouais, voilà. c'est vrai Non, qu'on est que le 1er juin, mais ça fait pas si longtemps que ça. c'est vrai, c'est Et en vrai. fait, le fait qu'il y ait des décisions judiciaires contre lui, notamment sur les droits de douane, ça a été extrêmement rapide, hein. Enfin, par Mmh, rapport à la vitesse habituelle de la justice. mmh. Mais oui, mais de toute Ouais. façon, dans toute cette histoire, depuis le 20 janvier, les journées sont des semaines, hein, quasiment. Oui, Donc, c'est ça. Ça va beaucoup trop c'est vite. c'est Et d'ailleurs, sur la question des droits de douane, alors donc donc Trump a perdu en première instance. Donc il a fait appel. Il y a une suspension administrative, mais mais en fait, enfin, ça va être réglé rapidement, quoi. La suspension mmh, administrative, c'est en général, c'est un truc d'une semaine, le temps que euh, le temps que la Cour décide de ce qu'elle va faire, si elle, enfin, si elle demande des témoignages, des documents supplémentaires, etc. Une information supplémentaire. Donc ça va aller très vite, ça. mmh. Je voudrais qu'on revienne, sur, toujours dans les résistances. Alors justement, c'est toute la question. C'est généralement quand on parle de justice, donc il y a les jugements, mais il y a les avocats. Alors, je ne sais pas si on en a déjà, je crois qu'on n'en a pas encore parlé dans cette émission, mais il y a les grands cabinets d'avocats aux États-Unis, puisque si vous avez vu des séries américaines, vous savez qu'il y a des grands cabinets d'avocats, Mm. vraiment qui s'occupent des grandes firmes, des multinationales, etc. Et eux, ils se retrouvent, certaines d'entre elles, en tout cas certains cabinets, se retrouvent dans une position assez instable. C'est-à-dire que ils ont le choix entre collaborer avec cette administration, mais quand je dis collaborer, c'est littéralement payer une somme d'argent, faire du travail gratuitement, et avoir des bonnes relations avec l'administration pour des tas de choses, des tas d'actes administratifs, ou résister, et dans ces cas-là, se retrouver dans le viseur de l'administration avec des tas de sanctions à la clé, alors des sanctions probablement illégales, mais comme on l'a dit, des fois la justice prend son temps. Ouais. Sachant que certains cabinets d'avocats seraient tentés de dire on collabore parce que c'est plus simple, puis ça permet de gagner de faire continuer les affaires. Mais dans ces grands cabinets d'avocats, ça reste quand même des avocats qui sont dedans. Et certains, notamment les plus jeunes, on en revient à Oui, cette opposition, oui, de dire oui. non, moi j'ai pas envie de bosser pour un cabinet, vulgairement dit, qui baisse la culotte, quoi, clairement. Oui, et puis en plus, un cabinet qui n'est pas capable de se défendre lui-même, Oui, que ça fait va-t-il pas, défendre? voilà, ça fait pas très bonne impression non plus. Mm. Et, voilà, pour expliquer pourquoi autant tous les grands cabinets, les 20 premiers, ont pas vraiment résisté à Trump, faut se rendre compte que c'est les plus gros cabinets d'avocats, ils bossent principalement pas pour des gens comme vous et moi, enfin surtout pas des gens comme vous et moi, on n'a pas les moyens, Oui, mais voilà. ils bossent surtout pour des grandes entreprises. Et les grandes entreprises, elles font beaucoup d'acquisitions, de fusions, etc. Et vous avez en fait l'administration qui a souvent un droit de veto sur les fusions au nom des réglementations de concurrence, par exemple. Et en gros, si vous vous dressez contre l'administration et que l'administration veut empêcher veut vous embêter, votre client qui voulait racheter telle autre entreprise, l'administration va dire non. Voilà. C'est à mon sens la principale raison qui explique le fait que ces grands cabinets d'avocats euh, aient préféré transiger avec l'administration. Ouais. Mais sont en train de le payer. Ah Parce oui, c'est de qu'effectivement, la lâcheté. voilà, il y a une révolte, il y a une révolte au sein de ces cabinets. Déjà, les jeunes avocats ont pas envie ont moins envie d'y aller. Il y a des grands Alors, avocats qui sont en train de les attention, quitter aussi. Ouais, on dit des jeunes avocats. oui, C'est pas FedEx Wright, c'est pas genre vraiment un petit avocat qui est dans la dèche, etc. C'est des avocats qui travaillent pour des grands groupes. Donc oui, c'est des gens qui ont l'intention d'avoir une vie qui est, comme tu le disais, et pas la nôtre, hein, de gagner oui, oui, vraiment oui, oui, voilà. énormément d'argent. On parle pas de Che Guevara, tu vois, avec un costard, Non, quoi. non, 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 Vraiment, non, non, non. c'est juste pour préciser que c'est ce genre de personnes qui se rebellent. Oui. Enfin, qui se rebellent, qui s'opposent, quoi. Voilà. Et après, faut voir aussi que ce qu'ont promis
Ce qu'ont promis aussi ces cabinets d'avocats à Trump, enfin le travail gratuit pour l'administration, il y a une bonne partie qui en fait est du vent, hein. C'est-à-dire que derrière, Oui. c'est pas une promesse qui engage beaucoup. Quand ils disent on va faire pour 10 millions de travail gratuit pour l'administration, ben, il suffit qu'ils facturent 1 million de l'heure euh, Ouais. et, ils mettent et, et ils mettent 10 heures 10 heures de travail pour l'administration et puis voilà, on a rempli nos engagements. Mais c'est l'effet comment dire visuellement, enfin l'effet produit est quand même assez désastreux. Bah, oui, Oui. en fait, ils se retrouvent dans une position intenable, mais c'est le Mm. propre Oui. de tout régime qui tend vers le dictatorial. Et d'ailleurs, Voilà. ce qui est assez marrant, c'est qu'au final, l'utilisation de l'administration pour bloquer des tas de choses, notamment au niveau des cabinets d'avocats, bon, ça rappelle les États les plus corrompus, ça fait très russe, sans vouloir Mhm. Oui. caricaturer trop, mais ça fait très État de l'Est russe communiste de l'époque, quoi. C'est vraiment, ah non, désolé camarade, tu vas pas avoir ton permis parce que bah, bizarrement, non, non, c'est pas aux normes. Mais par contre, Oui. si tu t'arranges, Ah, ça peut voilà. remonter Alors, ceci dit, même si les grands cabinets d'avocats ne bougent pas, il y a quand même, enfin, aux États-Unis, il y a beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup d'avocats et il y en a quand même un certain nombre qui mènent des actions. Ce qui explique aussi qu'il y ait autant de décisions judiciaires suspendant les décisions de l'administration Trump. C'est qu'il y a quand même des actions qui sont menées. Et d'autant plus, bon, ça va nous amener à la transition, je pense, d'autant plus quand il y a une grande université comme Harvard qui se retrouve impliquée. Oui. Bah, Voilà. voilà, bah, parlons non, voilà. Alors, Harvard, alors, par contre, Harvard, c'est quand même, alors, c'est une grande université américaine. Je vais pas vous faire l'insulte de vous expliquer ce qu'est Harvard. La marque suffit en elle-même. Pareil, on est dans une université d'élite, etc. Mais Harvard est en train d'être en conflit et devient vraiment un lieu et un symbole de résistance et d'opposition. Mais c'est parce qu'elle s'inscrit également en contreposition totale d'autres universités comme Columbia ou le MIT, je sais plus, qui Columbia. Columbia, ouais, Oui. qui se sont vraiment, eux, ont décidé de se soumettre à l'administration et on sait très bien comment ça marche avec les fachos. Ils commencent par venir vous demander un doigt pour finir bah, vous prendre les deux bras. Ça, ils s'arrêteront jamais à un premier oui. Mais du coup, Harvard, qui s'est retrouvé bah, qui fait la une des journaux maintenant très régulièrement, dont le dernier truc, c'est qu'ils auraient plus le droit de prendre des étudiants étrangers. Mais voilà, ça commence. Il y a aussi un mouvement de résistance qui monte bah, dans la jeunesse, encore une fois la jeunesse, et encore une fois les étudiants. Après, le cas d'Harvard est quand même assez fascinant. C'est-à-dire, en gros, ils ont décidé de s'opposer. Toute la question maintenant, bah, c'est un match à mort, quasiment. Et Bah, en fait, ils ont de fortes chances de gagner quand même. non, oui, oui, non, mais oui, oui, ils ont toutes les chances de gagner pour des tas de raisons. En fait, Harvard était un peu obligé de réagir comme ça parce que l'administration Trump leur a envoyé une lettre, en fait, avec des demandes complètement extravagantes qui revenaient à une mise sous tutelle totale de l'administration d'Harvard par les Trumpistes. Et c'était totalement inacceptable. Donc à partir de là, ils étaient obligés de réagir. Et puis il y a une escalade totale. Donc il y a eu donc le retrait des subventions. Donc il y a la possible révocation de leur statut d'exemption fiscale. Mm. Bon, Deuxième chose, voilà. on revient vraiment à ce que je disais tout à l'heure sur la corruption. Voilà, donc l'annonce que l'administration Trump veut interdire à Harvard de prendre des étudiants étrangers, qui représentent un tiers de leurs étudiants quand même, et une source de revenus assez notable. Euh, et ce qu'il y a, c'est que Harvard, c'est en fait l'université la plus riche. Ils ont en fait un fonds de dotation qui est de plus de 50 milliards de dollars. Donc en fait, ils ont parfaitement les moyens, même s'ils perdent 4 milliards par an de Oui. subventions, ils ont parfaitement les moyens de tenir 4 ans
voilà, le temps que Faut compter que c'est pas n'importe qui va à Harvard et oui, que oui, voilà. mais alors, il y a un certain nombre de gens qui disent que c'est justement parce que Obama a été à Harvard que, a priori, le fils Trump aurait été refusé à Harvard Je crois pas que ce et soit que vrai ça pour le coup. et qu'il y a une part de vengeance personnelle. Oh, Voilà. franchement, je pense en vrai, je pense que le fils Trump, il avait les moyens de rentrer à Harvard par des portes dérobées ou quoi qu'il arrive. Donc, je pense qu'en vrai, il y a une détestation globale des élites Oui, pour oui, ce qu'elles ah oui, représentent et clairement. les uni. De toute façon, ça fait partie du mode d'emploi du petit fasciste hein, Mm. d'arriver à mettre au pas les universités et surtout une université qui a pignon sur, enfin, Oui, sur le monde comme Harvard. Mais voilà. oui, Mais effectivement, Harvard devient un peu contre ça, pas oui, oui, contre son gré, mais c'est un peu improbable parce que Harvard, c'est quand même l'establishment par excellence. Euh, c'est Harvard en icône de la résistance. C'est c'est effectivement, c'est c'est un les élites, peu, hein, Harvard. Alors, rappelons voilà. que c'est les élites à Harvard, hein, Oui, c'est oui, vraiment oui. Ah les oui, oui. mêmes élites. Enfin voilà, enfin, là on est dans une, voilà, c'est dans une, mais comme c'est un nom, comme c'est un symbole, et comme c'est des étudiants et des étudiantes, bah Ouais. ça devient quelque chose. Et là aussi, alors je sais pas si on a déjà des news là-dessus, mais comme pour les cabinets d'avocats, si imagine tu fais partie un peu de ce milieu qui a le choix entre aller à Columbia ou Harvard, alors je sais pas s'ils font la même chose, etc. Mais je pense que c'est plus prestigieux aujourd'hui d'aller à Harvard que d'aller dans une université qui a collaboré avec l'administration. Ah oui, certainement. Et je sais pas si ces universités, justement, ne vont pas avoir, en plus, bah, ils vont pas avoir la ruine en plus du déshonneur, quoi. Enfin, peut-être pas la ruine, faut peut-être pas exagérer, Oui, non, mais en mais, tout cas. non, mais Columbia, alors, faut se rappeler un peu, alors que c'est déjà tellement loin, mais il y avait eu des audiences au Congrès sur, où les présidents d'université étaient venus se défendre d'accusations de complaisance avec l'antisémitisme par rapport aux manifestations sur les campus. Donc tout ça instrumentalisé par les républicains qui en gros disaient que que en gros les universités où il y avait des manifestations pour en soutien avec la Palestine en fait étaient un terreau d'antisémitisme et que les dirigeants d'université étaient complices. Et il y a même des présidents d'université qui ont dû démissionner suite à ça. Mm. Et en fait, on est toujours dans cette droite ligne avec un prétexte où ça a été largement été utilisé comme prétexte en fait contre les universités, notamment contre Columbia, où il y avait eu de nombreuses manifestations et où en fait Columbia a complètement capitulé. Mm. Ils ont même collaboré pour emprisonner, arrêter et expulser des étudiants. Euh, voilà. Et, euh, oui, là-dessus, enfin, Columbia a complètement sombré quoi là-dessus. Et du coup, ben, de toute façon, ça donne une impression. J'étais en train de regarder, mais c'est bien ça. Il y a bien eu des titres. Alors, c'est de la presse francophone, mais Mm. grosso modo, c'est Columbia capitule là où Harvard résiste. Donc, Oui, c'est même si c'est sans doute plus compliqué que ça, etc. voilà. Mais il reste que l'image globale qui reste Voilà. sera Alors, celle-là. on a beaucoup de mal à se rendre compte parce que on a un fonctionnement qui est très différent, mais je disais que Harvard avait une fondation dotée de 50 milliards et la plupart des grosses universités, elles ont ce genre alors elles sont pas autant d'argent, mais elles ont ce genre de structure avec des fondations, avec en fait des fonds qui leur permettent en fait de fonctionner, et qui est de l'argent placé et en fait où ils peuvent utiliser les intérêts et, pour faire des investissements, etc. Et si plusieurs universités se mettent ensemble, et d'ailleurs je crois il y a des initiatives en ce sens, ils ont largement les moyens de tenir tête à l'État, à l'administration Trump, pour aller en justice. Mm. Ah oui, oui, oui. Voilà. Oui, c'est pour ça que c'est assez incompréhensible la capitulation notamment de Columbia. Mm. Mais bon, bah, on verra ce que ça donnera
dans les mois et dans les années à venir. Je pense que ça marquera quand même l'université. Il y a peu de doute, il y a peu de doute là-dessus. On va terminer cette émission. On va parler un petit peu d'international rapidement, même si évidemment l'opposition à l'administration Trump se fait principalement aux USA, mais il y a quand même moi une petite news qui m'intéresse, c'est la baisse du tourisme. Alors je crois que j'en ai parlé très rapidement lors de la dernière émission, mais aujourd'hui, c'est quasi acté avec les réservations, etc. qui vont. Il y aura une baisse du tourisme aux États-Unis cet été. Euh, à quelle ampleur elle le sera, je crois que personne ne le sait encore vraiment, mais en tout cas, c'est enregistré. Il y a plusieurs facteurs d'explication sur le fait, notamment, les arrestations aléatoires d'étrangers aux États-Unis. Hein, ça aide pas mal. Les frontières qui sont de plus en plus difficiles à passer. Plus intéressant, il y a même des entreprises qui commencent à se poser la question des déplacements de ces cadres aux États-Unis, de comment faire pour les... en fait, parce que comme il y a des contrôles de plus en plus poussés et en plus que l'État se réduit, donc ça veut dire que forcément l'atterrissage des avions et le traitement des passagers prend plus de temps et que voilà, il y a ensuite une suspicion généralisée sur l'étranger aux États-Unis. Cette baisse du tourisme, donc elle va toucher tous les secteurs du tourisme, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour des lieux touristiques et également l'hébergement, la restauration. Je sais qu'on en parle un peu aux États-Unis, mais est-ce que, de ton point de vue, ça peut avoir un impact outre les secteurs concernés? Pas forcément sur l'administration qui s'en fout complètement, mais d'où certains propos d'ailleurs du vice-président qui avait dit on sera très content de voir qu'il y a des étrangers qui vont venir pour la Coupe du Monde, parce que c'est l'année prochaine la Coupe du Monde aux États-Unis et au Canada, mais une fois que ça sera terminé, il faut qu'ils rentrent chez eux parce que sinon ils auront affaire en gros aux flics. Euh, Oui, c'est est-ce exactement ce que qu'il a dit, ouais. Ouais, Ouais. grosso modo. Ce qui d'ailleurs a provoqué un froid Mhm. total dans la station, qu'il a dit ça dans un endroit où il y avait justement des représentants de l'industrie touristique euh, qui ont dû se dire ok frère, tu nous aides pas là. Euh, Ma question c'est plus, est-ce que de ton point de vue ça peut avoir un impact, peut-être pas sur l'opinion en elle-même, mais sur le grandissement de ces forces de résistance et d'opposition? Hmm. J'y crois pas trop, hein, je Non, pose la question, mais non, j'y crois pas trop. Alors, ça peut avoir des impacts localement. Enfin, je pense, enfin, clairement, les régions, par exemple, où elle est pas mal les Canadiens euh, au niveau de la frontière. Je crois qu'il y a pas mal de baisse de réservation de Canadiens qui allaient beaucoup en Floride aussi. Je pense que Las Vegas va être pas mal touché de par parce que Las Vegas on pense au tourisme, aux jeux, etc. Mais il y a aussi beaucoup de colloques, de salons professionnels, etc. Parce que étant donné qu'il y a beaucoup de capacités hôtelières, c'est très pratique d'organiser des événements à Las Vegas. Donc localement, il y aura des impacts politiques de cette baisse du tourisme. J'y crois pas trop. voilà, c'est Ouais. juste pour le signaler et j'en profite évidemment pour faire un rappel que si jamais vous avez la possibilité de ne pas vous rendre aux États-Unis, c'est quand même un conseil qu'on vous donne, n'allez pas aux États-Unis, que ce soit pour du tourisme, etc., même si vous êtes blanc et propre sur vous. Voilà, c'est dangereux. C'est dangereux. Et moi, en tout cas, je vous conseille de vraiment de pas y aller. Ou en tout cas, si vous y allez, allez-y avec des téléphones clean. Et vraiment, faites gaffe à vous. J'avais des derniers sujets, genre en mode sur les défaites au Canada, mais ça commence à un peu dater. Au Canada et en Australie, notamment des candidats de droite, ou plus exactement d'extrême droite, qui s'étaient un peu alignés sur des positions trumpiennes, qui ont perdu les élections de manière assez inattendue, peut-être pas inattendue, mais en tout cas de manière assez forte dans leur propre pays, ce qui démontrera que le Trumpisme n'est pas vraiment compatible en dehors des États-Unis. Je n'ai pas vraiment d'autres choses. Est-ce que tu vois un autre sujet avant qu'on termine sur la partie un peu plus sympathique des recommandations pour changer? Ben, on parle de résistance. Il y a quand même, enfin, on sent certaines résistances au niveau des gens, tout simplement, qui voient leurs voisins se faire embarquer par les services de l'immigration. Euh, on voit passer un certain nombre de choses. Alors pour l'instant, ça n'a pas trop d'effet concret, mais il y a quand même, enfin, il y a un mécontentement qui monte par rapport à ça.
Et alors, on sait que dans le premier mandat de Trump, il y avait eu des actions, notamment quand il avait euh, bloqué les retours des résidents de pays musulmans qui étaient bloqués aux aéroports, qui avaient des gens qui avaient des cartes vertes, donc des titres de séjour, et qui étaient bloqués à l'entrée parce que ils étaient des ressortissants d'un pays musulman. Et il y avait eu une forte mobilisation des gens dans les aéroports qui manifestaient. Et en quelques jours, ça avait été abandonné. Euh, on n'est pas encore sur des mouvements de masse, mais localement, il y a quand même des actions qui se montent, quoi. Enfin, ça fait réagir. Euh, du fait que l'administration Trump, elle prétend lutter contre l'immigration illégale, mais en fait, ce qu'elle fait, elle rend des gens illégaux pour pouvoir les expulser. Parce que c'est plus Et, facile de s'en prendre à des gens qui sont intégrés, qui ont un statut légal, de leur retirer le statut légal et de les expulser. Mais du coup, c'est des gens qui connaissent des gens, qui sont intégrés dans la communauté et dont l'expulsion fait réagir. Voilà. Ouais, bah, très bien. Bah, on va terminer sur cette peut-être petite note d'espoir, en tout cas, Mm. que la résistance continue un petit peu, que les USA sont pas encore basculés dans un État totalement fasciste et que justement l'important c'est aussi d'observer un peu ces mouvements d'opposition plutôt que de se focus uniquement sur ce qui se passe au niveau de l'administration fédérale, parce que bah, c'est de ces oppositions que naissent aussi la résistance tout simplement, et que les États-Unis auront une chance de survivre à tout ça. Eh ben, on va terminer par les recommandations culturelles. En recommandation culturelle, c'est un peu une bulle où on sort un peu. Voilà, généralement, à la base, c'était une idée que j'avais eue un peu sur le coup en disant, bah voilà, l'actualité américaine est très lourde et qu'il faut savoir un petit peu s'accorder des bulles. C'est super important. Est-ce que tu as une recommandation culturelle en ce 1er juin 2025? Euh, je- pas, Ah, ouais, je te prends par surprise. oui, non, non, mais c'est pas quelque chose de franchement nouveau, hein. Euh, C'est pas grave, hein. oui, non, mais je suis la web novel de Wandering In Oh là, oh là. voilà, depuis très longtemps. Donc, si vous avez, si vous avez, comment 200 dire, 000 ans. 200 000 ans voilà, devant vous pour tout lire. beaucoup de mois, voire d'années devant vous, c'est très sympa. C'est- Moi, j'avoue que j'ai pas pu parce que c'est en anglais. Alors déjà, c'est en anglais. Je sais que je peux lire l'anglais, mais lire de l'anglais roman, c'est vraiment... Et surtout, c'est trop long, quoi. C'est vraiment... c'est un truc, c'est immense et ça ne finira jamais. Donc, j'avoue que c'est un peu comme beaucoup de choses. Je rattraperai pas pour le coup. Mais si vous avez le courage de vous lancer là-dedans, oui, tous les retours que j'ai sont dithyrambiques, on va dire. Moi, je vais vous parler de quelque chose. C'est un manga. La surprise ne sera pas énorme, mais c'est un manga qui va bientôt sortir en France. Je l'attendais depuis un moment. C'est Ruri Dragon, qui sort chez Glénat. Donc, tome 1 sort au 2 juillet, donc qui sort probablement pour la Japan Expo. Alors, Ruri Dragon, c'est une série toute douce, vraiment, où c'est une jeune lycéenne qui va un jour se réveiller avec des cornes, et sa mère lui dit cache en mode bah oui en fait je te l'ai jamais dit mais ton père est un dragon, et elle va aller au lycée et les gens lui disent tiens t'as des cornes, bah oui en fait c'est parce que je suis comme ça, et il y a un espèce dans cet univers de en mode bon c'est normal, c'est pas très grave, etc. Le dessin est tout mignon, c'est 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 bonne ambiance, c'est bonne humeur, et vraiment des fois moi c'est je lis le truc juste pour changer un peu de monde et d'avoir un monde un petit peu plus sympa. Voilà, moi je trouve ça super, c'est super bien dessiné, je trouve. Voilà, de Masaoki Shindo, Ruri Dragon. Moi, j'aime beaucoup. Ça, Ruri et Dragon. Et vraiment, voilà, c'est extrêmement cool. Et j'espère que, bah voilà, je sais plus combien il y a de volumes déjà, mais en tout cas, la France s'y met. Et sachez que, alors j'ai pas le lien à vous filer comme ça, mais que
L'éditeur français met à disposition les 17 ou je sais plus combien de premiers chapitres qui sont disponibles gratuitement jusqu'à mi-juin. Donc vous pouvez aller les lire et c'est vraiment très cool en fait. Voilà, ça s'appelle Ruri Dragon et c'est vraiment très très cool. Et quant à The Wandering Inn, c'est disponible gratuitement sur les internets. Il y a des versions EPUB, enfin des versions pour pas les tablettes, mais les lecteurs, je sais plus comment on appelle ça, les lecteurs électroniques. Liseuse. Les liseuses, voilà, les lecteurs électroniques. J'ai 70 ans. Les liseuses. Voilà, c'est juste que soyez au courant, c'est extrêmement long. Et voilà, si vous en venez à bout, bah, bon courage. On se revoit dans 5 ans. Voilà, et ben merci Snowgoon une nouvelle fois d'être venu dans Washington DC. Je sais pas quand on se retrouvera une fois avant les congés d'été. Je te propose ça histoire de revenir à une petite formule un peu plus classique. Je sais pas si on aura des informations. De toute façon, il s'en passe des choses tous les jours, donc je pense Bah après, on manquera jamais. la Cour suprême va boucler fin juin ou début juillet, donc ils vont bien sortir des dingueries. Ouais. Et tiens, j'ai une toute dernière question pour toi. Allez, c'est une question un peu bonus. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une voïvodie? Ah, Alors ça n'a rien à voir avec les USA, je préviens tout de oui, oui, suite. non. C'est l'équivalent d'un. Attends, c'est une division administrative tsariste ou En non? fait, c'est une division administrative de premier niveau de la Pologne. Ah, de la Pologne. Voilà, Ouais. c'est une voïvodie. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais en gros, je dis ça, c'est parce qu'en fait, on est le 1er juin au soir, et donc en fait, les résultats de l'élection, du second tour de l'élection présidentielle polonaise est en train de nous arriver, et que notamment, il y a un découpage par voïvodie, que voilà, je viens de découvrir ce mot, je vous le mets, je le dépose, comme ça, sachant que de toute façon, les résultats là sont trop serrés, donc je ne peux absolument rien prévoir. Ah oui, Donc, sachant effectivement. qu'ils ont le choix, sachez que voilà, c'est ce que je disais sur Blue Sky, c'est que sachez que si vous pensiez passer un dimanche 1er juin de merde, sachez que les Polonais ont leur second tour Macron-Le Pen et que ça se joue dans un mouchoir de poche. Voilà. Mais malgré tout, vive la résistance. Malgré tout, on se retrouve bientôt dans quelques semaines. Et puis merci encore une fois, Is No Good. À la prochaine, tout le monde. Salut, salut. Merci. Salut.